Bonjour Robert Charlebois, Bonjour Patrick, vous allez bien? formidable. Vous êtes un habitué chaud. du... Oui, il fait chaud, oui, ça c'est J'ai sûr. mon fauteuil, j'ai tout. Vous êtes un habitué du Festival du film francophone d'Angoulême. Une mascotte même. On peut le dire, oui, oui, puis depuis le début, je C'est crois. moi, oui, Voilà. la première fois. Oui. Et peut-être que des spectateurs, du public qui vous voient, a peut-être du mal à faire la connexion entre vous et le cinéma. C'est vrai. Alors que cette connexion, elle existe, elle est forte. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, et si on parlait de cinéma avec Robert Charlebois? D'autant que votre dernier spectacle s'appelait quand même Robert en Charlebois-scope. Voilà. Donc ça valait le coup de Ouais. faire cette interview. C'est vrai que le cinéma, ça vous a pris quand même très très tôt. On va vous découvrir là au festival dans ce documentaire Lost It Quoi, Lost It Show, qui donc traite de ce show que vous avez fait en 1968 à Montréal et qui a été vraiment révolutionnaire pour la culture québécoise. Mais en fait, là, on vous découvre dans ce documentaire, vous étiez musicien, c'est un peu le Robert Charlebois qu'on connaît, en plus avec Louis Forestier, puis il y a des tubes qu'on connaît tous. Mais en fait, vous aviez déjà fait du cinéma en 1967 dans Entre la mer et l'eau douce de Michel Brault, qui est considéré quand même comme un grand film québécois, qui lui aussi a un peu fait avancer la culture québécoise. Comment vous êtes retrouvé dans ce film? Vous aviez des velléités d'acteur à l'époque? Ouf, on a 2 minutes. On les a, alors prenons-les. Écoute, moi, je m'étais inscrit en section musique de l'École nationale de théâtre. Mais vu que j'étais le seul de ma catégorie, on dit on va pas faire venir un professeur pour toi. Alors tu vas illustrer musicalement les pièces des Anglais, les Shakespeare. Je prenais mon luth pour faire du Shakespeare. Quand les Français montaient un Molière, je prenais mon clavecin, tout ça. Et je jouais, j'apprenais à jouer. Un peu comme Aznavour, c'était un cours de 4 ans et au bout de la 3e année, je connaissais tout. Je connaissais les élèves de ma classe, je savais comment ils allaient me donner la réplique. Et est arrivé ce Michel Brault, qui était dans le temps de la Nouvelle Vague, un peu un de nos grands cinéastes. Donc, je me suis dit, ben là, si je quitte l'école, j'aurai jamais mon diplôme. Mais si tu as besoin de sortir un diplôme puis tu es comédien, c'est que ça va très mal. Alors, j'ai dit, première expérience au cinéma et une comédie musicale aussi qui s'appelait Ne ratez pas l'espion. Tu sais, c'était les débuts de James Bond. Toujours avec Louise Forestier, qui était ma copine depuis l'École nationale, sauf qu'elle était 1 an en avant de moi, au-dessus de moi. Donc, voilà, à l'âge de... Tout de suite, en sortant de l'école, je devais avoir 21, 22 peut-être. Et Michel Brault me propose un petit rôle. Mais j'ai fait beaucoup de films, mais rarement plus que 3 minutes par film. Mais les gens se déplaçaient pour moi, évidemment. Et vous vous souvenez du nom de votre personnage? Il s'appelait Tipol. Ouais, je faisais l'amoureux de Louise Latraverse, qui était une très jolie fille. Il fallait prendre un traversier pour se rendre à Saint-Irénée. Et le capitaine, en voyant arriver la fille, il dit « Oh, j'aimerais mieux traverser ça que le fleuve, moi. » On tournait dans le bas du fleuve et ça s'appelle Entre la mer et l'eau douce parce qu'on voit la ligne de démarcation où l'eau salée retourne sur elle-même vers la mer et puis ça se voit à l'œil nu quand il fait beau. Ah, c'est un bel endroit. Et alors c'est un film étonnant parce que quand on regarde le générique, alors vous êtes au générique en compagnie quand même de Geneviève Bujold qui est absolument sublime. Oui. Il y a comme vous dans un petit rôle, il y a Denise Bombardier. Oui. Donc, Beaucoup plus petit parce que Denise, son vrai, rôle, c'est 1 minute. Voilà, moi, j'ai quand faut même pas, 5 faut minutes. pas cligner des yeux. Oui. Et puis au générique, on voit aussi que le scénario est de Denis Arcand. Voilà. C'est quand même incroyable, quoi. Oui. Qui est de plus en plus mon ami et mon partenaire de golf. Et j'ai tout fait pour l'amener ici. Même j'ai dit qu'il y avait un golf en face. Non, il ne veut pas y être trop alpagué, comme tu dis. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'était ma première expérience entre la mer et l'eau douce. Et film en noir et blanc, ça ne se fait plus. Mais c'était parlant quand même. Et on sent que c'est vraiment un film de la nouvelle vague, quoi. Oui. C'est vraiment un film qui est sous influence de ça et qui est vraiment... On peut dire la nouvelle vague, avec Pierre Perrault aussi, qui faisait des films poétiques, les voitures d'eau pour la suite du monde et tout ça. C'était son caméraman. Et je crois que Denis Arcand a beaucoup appris de Michel Brault. Et surtout à jouer au golf, parce que Michel Brault était un golfeur extraordinaire, il paraît. Alors, 2 ans plus tard, après l'énorme succès de Lost It Show,
On vous voit dans Jusqu'au cœur de Jean-Pierre Lefebvre. Et là, je trouve que si le premier film dont on a parlé était sous influence de la Nouvelle Vague, celui-là, il est sous l'influence de Psychotrope. Parce que quand même, C'était la... c'est un film assez incroyable, en même temps très moderne. Oui, là, déjà, il y a la moitié en couleur, la moitié en noir et blanc. On fait un pas à faire la modernité. Avec un montage qui est très, très psychédélique. Moi-même, j'ai rien compris au film, tu me l'expliqueras. C'est vrai. Mais là, j'ai tout le film sur mon dos, par contre. Là c'était mon premier grand rôle. Là. Oui, en plus... Et je m'appelais Garou. Et Ouais. c'est pour ça qu'il y a une confusion entre le Garou que vous connaissez et le Garou que les Québécois connaissent. Donc, je suis Garou premier, en fait. Mais c'est un film très, très dans l'air du temps, c'est-à-dire qui revendique, qui est antimilitariste, contestait tout. qui est anti-consumériste, enfin voilà, Oui. c'est un film très, très pro-syndicaliste, contestataire. meilleur Ouais. salaire, meilleures idées, les Ouais. pancartes et Ouais, tout. ouais, ouais. Oui, c'est un film assez révolutionnaire et son premier film à Jean-Pierre s'appelait Le Révolutionnaire et ça, c'était le deuxième. Et donc, oui, puis je me fais faire des trépanations de cerveau là-dedans, c'est assez Oui, il y a lourd, il y a un côté Orange Mécanique Oui, même hein. au film un peu. Ouais. Mais on peut classer ça dans la série des films psychédéliques. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais, il y a Le mot est faible. Le montage au début, avec en plus les images de ce serpent qui mange qui mange une grenouille, c'est assez effrayant. Mais c'est très beau, l'image est c'est très des belle. bons souvenirs aussi. Puis, à un moment donné, je casse une vitrine avec un marteau et une faucille pour aller voler une fleur. Enfin, il y a beaucoup d'images un peu appuyées. Mais ça, ce film-là, c'est dû au succès de l'Hostie Show, parce que là, je pense, enfin, quand vous aviez... Non, c'était avant. C'était avant? Oui, D'accord. parce que l'Hostie Show, c'est un truc, ça, qui est ni une comédie musicale, ni une revue, ni... on voulait inventer un nouvel objet, quoi. Mais ça, c'est pas un film, l'Hostie Show. Et heureusement que Michel Brault est venu filmer, parce que nous, on trouvait que ça dérangeait nos éclairages. Puis les gens, on contestait tout. Donc, on se disait, hey, s'il y a des caméras, ça fait un peu ici Radio-Canada. Ouais. Les gens étaient troublés par ça parce qu'il n'y avait pas de téléphone pour filmer. Non. Ça prenait 4 spots, ça dérangeait tout le monde. Puis les caméras, les gens à l'époque étaient caméra conscious. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ils se sont filmés en déjeunant pendant la moitié de leur vie. Mais nous, une caméra, c'était impressionnant. Ouais. C'était pas la même attitude vis-à-vis des caméras dans les années 60 qu'aujourd'hui. Et en revanche, il y a un film qui a été fait vraiment sur vous. Là, qui est un documentaire, c'est pas un rôle comme dans les deux précédents films. C'est À soir on fait peur au monde de François Brault. Et là, qui vous a suivi de l'Olympia à Paris jusqu'au retour à Montréal. Oui. C'est un documentaire de tournée, quoi. Oui, mais il était parti prendre un verre quand on a lancé notre batterie dans la salle à l'Olympia. Il n'était pas là. Alors, il a remplacé par un éclair qui fait badaboum, je ne sais pas quoi. Il manque l'essentiel dans ce film-là. C'est À dommage. mon humble avis, je ne suis pas cinéaste. C'est dommage. Bon, revenons à un film que là, j'ai vu vraiment en salle quand j'étais gamin. On est en 1975 et c'est Un génie, deux associés et une cloche. Alors là, vous n'avez pas 3 minutes à l'écran, hein, il y a largement plus. Où vous avez pour partenaires Terence Hill et Miu Miu. Oui. Donc c'est peut-être un des castings les plus improbables de l'histoire du Oui, cinéma. oui. Comment vous avez terminé dans ce western spaghetti, comme on disait à l'époque? Et puis il y avait Patrick McGowan aussi. Oui, Danger absolument. Man. Et Klaus Kinski. Oui, Klaus C'est Kinski. dire, Il y si- avait du monde, là. Puis moi, j'étais le seul qui parlait anglais, donc Patrick McGowan se servait de moi comme alibi interprète. pour aller au bar, Ah. prendre son gin et tout. Irlandais. Et donc, comment j'ai fini? Ouais. Écoute, un jour, j'étais à Cannes pour faire l'after show de La vraie nature de Bernadette, Ok. de Gilles Carle, qui était notre grand cinéaste grand avant cinéaste, Denis Arcand. grand Avec cinéaste Denis Arcand, mais très, québécois. très considéré. Et donc, le film, on devait faire ça sur la plage. C'est long, tu couperas ça si tu veux. Là. Et à la dernière minute, il pleut, donc on se ramène en dedans. Et c'est une année où il y avait Sergio, il y avait Bergman, il y avait Hitchcock, il y avait plein de monde. Puis Sergio Leone. Oui, Sergio Leone, excusez-moi. Non, parce que Hitchcock et Bergman, on voit à peu près, mais Sergio Leone, oui, voilà, ouais. Et grand monsieur, gros monsieur. Enfin, moi, je suis fan à mort de Sergio. Et donc, le lustre tremble, je fais des gags, mais les gens n'ont pas accès à mon humour. Je dis, il est tombé, c'est un gros lustre qui était 4 fois gros, comme le sapin qui est derrière toi. Wow. Et puis les gens commencent à se reculer, puis on jouait fort, tu sais.
Les Rolling Stones, c'était Barbara comparé à nous. Là. Non, non, on jouait fort, c'était effrayant. Puis le gros Sergio, puis les gars avaient de l'air des bandits, tu sais, ils avaient tous fumé du hache, puis il y a des bandeaux dans les cheveux. Puis Sergio, il n'avait jamais vu ça, des vrais cowboys. Lui, il maquillait, mais là, il envoyait des naturels sur une scène. Il demande pour déjeuner avec moi le lendemain matin. Et j'y vais. Puis là, il dit, tu as vu Orange Mécanique? Oui, je vais faire un tueur avec toi. Tu vas rentrer dans la maison avec un Rolls Royce, tu vas tuer du monde. J'ai dit, wow, minute, là, je viens de faire quand les hommes vivront d'amour. J'ai dit, c'est pas grave, on va t'appeler Roberto Canada, parce que Charles Lebois, personne ne va rappeler le nom Canada, Roberto Canada, mais les femmes en Italie, elles vont courir et tout ça. J'ai dit, wow, wow, wow. J'ai dit, je veux pas faire un tueur, mais si tu fais un film de cow-boy un jour, appelle-moi parce que moi, je te le ferai pas cher parce que je rêve à ça depuis que j'ai 4 ans et demi. Et puis, j'ai été élevé, moi, avec Roy Rogers, Gino Tree, Apollon Cassidy, The Lone Ranger. C'était mes idoles d'enfant. Et 2 ans après, mon téléphone sonne de Los Angeles, un producteur québécois qui dit, « Tu as déjà parlé avec Sergio? » Il dit, « Il a pensé à toi pour faire un genre de chef indien dans un film. Tu serais comme le Bud Spencer de Terence Hill parce que Bud était malade ou je sais pas quoi. » J'ai dit, OK, j'arrive. Ah, génial. Et là, après ça, et alors, on pourrait parler 2 heures de ce film-là. C'est mon seul film. Damiano, il existe ou il existe pas? Il existe. Il avait fait un film, un western, qui s'appelait Ken Sabe, un peu avant Sergio, qui était le premier spaghetti western. Mais lui, il était... Tu sais, sensibilité. Au lieu de dire action, il prenait son pistolet et il faisait ça te met tout de suite dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Mais le film ayant pris du retard, surtout en Arizona, et Sergio étant producteur, il venait puis il dirigeait en même temps pour faire 2 équipes en même temps pour sauver de l'argent. Et puis, je pense qu'il aimait beaucoup l'Arizona, Sergio. Mais Monument Valley, c'est beau. C'est très beau. Et c'était comment alors de jouer avec et Terence Hill et Miu Miu? Eh bien, Miu Miu était la seule femme sur le tournage. Pas facile. Avec 200 Italiens qui avaient caché des bouteilles de rouge dans l'équipement du film parce que l'Arizona, c'est un État sec qu'on appelle à cause des Indiens qui n'ont aucun contrôle sur l'alcool. Et donc, disons qu'il fallait que je la protège. Et donc, dans des grands souvenirs. Mais ça aussi, on a 20 minutes. C'est le seul film où j'ai eu un vrai grand rôle, en fait. Et tu avais préparé ça comment? Pas du tout préparé. Moi, je venais du monde du rock'n'roll. Et puis, je pensais que le cinéma, c'était pareil, mais pas du tout. C'est très tatillon, puis il faut que tu arrives à l'heure et tout ça. Puis, en tout cas, un jour, j'ai raté une journée de tournage. Je venais de rencontrer ma femme, j'étais au Cap d'Antibes, le téléphone sonne. Tu dois tourner à 2 heures. Je suis dans mon lit à 11 heures. J'ai dit, vous devriez essayer une autre scène, mais même si tu étais Marlon Brando et que je n'avais pas investi 2 semaines sur toi, tu serais congédié. Là, j'arrive. Là, j'ai fait ma meilleure scène au monde, là, que je me suis mis devant Sergio en disant « C'est pas de ma faute, j'ai demandé à Miu Miu si on travaillait lundi. » Elle m'a dit « Non, mais c'est pas à Miu Miu qu'il faut demander, c'est à moi. » Il m'attendait avec un 45, mais pas un 45 tours, un 45 chargé. Là. Ah oui, quand même. La même année, en tout cas au niveau des sorties, la même année, il y a un autre film dans lequel vous êtes, c'est L'agression de Gérard Pires. Et là où vous êtes au générique avec Jean-Louis Trintignant et Catherine Deneuve. Oui. C'est un peu la classe quand même. Et Duval, qui nous a quittés, qui lui faisait le chef des motards. Puis moi, je ne sais pas aller en moto, mais j'avais un petit rôle, puis dès que je mettais le casque, je mettais quelqu'un d'autre à ma place. Alors les gens disent qu'il est fort, Charles Lebois en moto, on ne savait pas ça. Le pire que j'ai fait dans ma vie, c'est un scooter Vespa. Et là, j'avais des grosses BSA et tout. Enfin, c'est un beau souvenir, mais je devais faire la musique. Et Pires disait, mais si tu as un petit rôle dans le film, on va pouvoir parler de la musique tout au long du film. Puis c'est vrai, ça. Pourquoi Morricone est tellement fort quand il était avec Sergio, c'est qu'ils étaient dans la même classe à l'âge de 8 ans. Puis en tout cas, ça compte la synchronicité. Et donc, moi, je voulais faire la musique du siècle. Et je voulais, c'était avant les ordinateurs. Il y avait les ondes Martenot à l'époque qu'on trouvait très modernes. Il n'y avait presque pas de synthé. Mais je disais à Pires, écoute,
on va enregistrer des motos dans toutes les clés. En do dièse, en ré, en mi bémol. Et après, je vais composer ma musique avec des moteurs de moto. Et les gens, ils vont tomber sur le cul. Au bout d'une semaine, j'avais 2 notes de fer. Il dit peut-être si tu prenais une bonne guitare électrique avec un fuzz, ça pourrait aller plus vite. Enfin, j'ai beaucoup ri avec ça. Maintenant, ça serait faisable Ah ouais, en maintenant, 5 ça minutes. prendrait une pinotte. Bien, oui, Mais c'est ça, ouais. Mais Et alors, justement, parlons un peu de musique, parce que dans la foulée, les 2 films de votre filmographie, en fait, sont liés à la musique et pas du tout à l'acting. Donc, il y a en 1983, donc il y a une période où vous décidez de vous éloigner des plateaux de cinéma. En 1983, La fiancée qui venait du froid de Charles Nemes, vous en faites la musique. Et en 1985, Lune de miel, Oui. je vais y arriver, de Patrick Fiel, Jamin. c'est Polanski. Oui, voilà. Pour La fiancée qui venait du froid, le film a été très froidement accueilli. Je pense que ça a duré 4 jours à l'affiche. Il y avait Thierry Lhermitte là-dedans. Et Thierry, c'est lui qui m'avait approché pour la musique. Et finalement, j'ai fait une belle chanson avec Régent Ducharme qui s'appelle « Fais semblant ». J'ai fait une musique de film pas géniale parce que je voulais pas que ça paraisse à côté du film. Mhm. Je voulais être à la hauteur du film qui n'était pas génial. Alors je me suis dit, je ne peux pas faire une musique géniale. Mais elle était adéquate. D'accord. Sauf que ils m'ont payé avec un chèque en bois Ah. et je l'ai payé de ma poche. Puis là, j'ai trouvé qu'elle était très bonne, la musique. Quand j'ai reçu le chèque en bois, j'ai dit oui, c'était vraiment très, très bonne musique de film. Grande musique. Et j'espère qu'elle me survivra. Mais je crois que le 45, enfin, il y a eu un 45 tours, non, il me semble. Un 45 tours qui s'appelait Fais semblant. Oui, c'est ça, oui, voilà. J'ai Et fait donc, semblant. et Lune de miel, ça s'est mieux passé? Ah ben, Lune de miel, ça a été pour moi une découverte extraordinaire parce que quelqu'un a eu la bonne idée de me présenter Boris Bergman, qui était le parolier de Bashung. Mhm. Et sauf que le film devait se passer à New York. Donc, on avait maquillé Montréal en New York et Xavier Gélin, qui s'occupait de la production et des chansons, il dit, il faudrait que tu fasses 10 chansons en anglais, toutes avec des atmosphères différentes. Un rap, un je sais pas quoi, là, tu sais, une chanson classique. Et puis, j'ai fait 10 chansons avec Boris Bergman et avec Michel Bernol, qui était quand même le premier arrangeur de Starmania. Et je n'ai pas écouté l'album depuis. Ça fait 35 ans peut-être. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne pourrais pas le juger aujourd'hui. Il y avait quelques belles chansons là-dessus. Alors, l'année suivante, puisque Lune de miel, c'était en 1985. Ça, c'était avec John Shea et Nathalie Baye. Voilà. Mais l'année suivante, on vous revoit là, à l'écran, dans Les longs manteaux de Gilles Béat. Vous êtes avec Bernard Giraudot. Alors là, c'est une espèce de western Oui. dans la pampa, on Oui. va dire. Voilà. Et vous jouez la ville. Puis je suis un photographe de combat. Voilà. Et là, j'ai eu vraiment... C'est un souvenir extraordinaire. Ça se passe dans la Cordillère des Andes. On tournait à 5000 mètres d'altitude, ce qui fait que tu joues au ping-pong et tu as l'impression d'avoir fait 12 sets de tennis. Mais quand tu redescends, tu es chargé à bloc. Je comprends pourquoi ils entraînent les athlètes en haute altitude comme ça. Et je suis devenu ami avec Giraudot, qui était un garçon que tout le monde a aimé. On ne peut pas ne pas l'aimer. Il était fou de pêche, mais moi, je suis un peu gâté. Moi, je connais la pêche à la mouche sur des lacs. Il m'amenait dans des rivières larges comme le citronnier. Puis là, il passait sa journée à essayer d'attraper un poisson comme ça. Mais on a vécu des trucs à Buenos Aires, notamment, c'était sous Raoul Alfonsine. Il y avait une inflation de, je pense, de 100 % par semaine. Wow. Fait que tu prenais un taxi, puis le taxi disait « Payez-moi maintenant, ça va vous coûter encore moins cher que quand on va arriver au bout de la course. » On est allé chez Régine, pour te dire, Bernard et moi, avec champagne, saumon fumé, caviar et tout, ça nous avait coûté 4,95 $ chacun, alors que la même chose à Paris nous aurait coûté à peu près 2000 €. Waouh. Non, mais des folies comme ça. On allait écouter du tango jusqu'à... Tu sais, des tangos avec des accordéons où il manque la moitié des dents. Puis les danseurs, c'est encore pire, là. Puis avec des accordéons qui tiennent avec du papier collant et tout. Mais le cœur, puis tu sais, pas des endroits de touristes. On allait... Non, ouais. Dans le vieux port, parce que lui était attiré par les ports. Bernard était un marin et tout. Mais enfin, ne serait-ce que pour mon amitié avec Giraudot,
ce film-là valait la peine. Mm. Mais je peux te raconter des détails. Le train qui arrivait dans le mauvais sens et Gilles Béat qui s'arrachait les cheveux. Mais mon décor, comment je vais faire pour faire semblant que... Mais le fait de refaire des films comme ça de temps en temps, Mais ça, j'ai des petits c'est rôles. juste oui, mais c'est juste des opportunités comme ça où il y avait une vraie envie de votre part Ben, disons que si je ne suis pas en tournée et que la carotte qui fait avancer l'âme, c'est l'âme aussi peut-être, Peut-être. c'est la cordillère des Andes, ça ne te tenterait pas d'aller à Humahuaca? Ouais. Ben oui. Avec qui, Giraudeau? Ben oui. Puis là, on a pris l'avion. Puis tu sais, c'est 16 heures d'avion. Je connais tout sur Rocard, puisqu'il était très à gauche, Bernard. Je connais toute la vie de Rocard. Et c'est comme Michael Caine à une époque qui choisissait ses rôles uniquement en fonction du lieu de tournage. Donc pourquoi pas. C'est pas mal. En 1986, vous faites Sauve-toi Lola avec une compatriote, Carole Laure. Oui. Mais il y a aussi Jeanne Moreau, Samy Frey, Guy Bedos. Et là, vous jouez Ferdinand. Oui. Qui est Ferdinand? Ça non plus, j'ai jamais compris. C'était Gilles Béat qui me dirigeait, puis il m'imposait des choses qu'à un moment donné, je frappe. C'est un film pas trop sexy non plus sur le cancer. Le cancer, tout le monde en a un dans sa famille, dans ses amis, dans son entourage. Donc ça aussi, ça a été assez froidement accueilli, mais il me disait, quand tu défonces la porte, mets le bouquet entre ton épaule et la porte. Je disais, oui, mais c'est pas logique, c'est pas grave, c'est pas logique. Donc je lui ai obéi au doigt et à l'œil. Je me souviens que je sautais en bas d'un 3e étage, dans des caisses en carton. Je me prenais pour Belmondo. Wow. Mais comme tu dis, les personnages qu'il y avait là-dessus, Guy Bedos, Jeanne Moreau, tout ça, c'est quelque chose de rencontrer ces gens-là aussi et de se faire des nouveaux amis. C'est important aussi les rencontres sur les films? Moi, je pense que oui. Il faut qu'il y ait une magie entre les gens. Et c'est ça, c'est comme... si tu es mal, par exemple, Woody Allen disait, il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a que des mauvais castings. C'est vrai. Pas faux, parce que si tu n'es pas dans le bon, mais je ne suis pas sûr que je peux jouer les comiques, moi. Dans la vie, oui, mais à l'écran, je ne suis pas sûr. Clairement. Alors après, là, il n'y a plus de carotte, hein, pour revenir à la carotte qui fait avancer l'âne, puisque entre les années 80, il faut attendre 2011 pour vous revoir au cinéma dans un film québécois. Mais ma carrière, ma longue carrière cinématographique. Qu'est-ce qui se passe? C'est Garbeau. C'est l'effet Garbeau. Voilà, je me dis, ça va mal, je n'ai pas refusé un scénario depuis au moins 4 ans. Là, ça, tu dis, oh! Mais en même temps, je n'ai jamais compté là-dessus, moi. Ouais. Tu sais, je sais que je ne suis pas un grand acteur, ça se saurait. Mais en même temps, j'ai fait l'École nationale, donc je sais c'est quoi une émotion. Ouais. Je sais comment plonger dans un rôle, mais c'est long. C'est beaucoup, beaucoup de présence, de temps. Et souvent au service d'idées qui ne sont pas meilleures que les miennes. Donc, il faut que tout ça coïncide, ou alors que ce soit très amusant. Alors, est-ce que c'était le cas de French Immersion, que vous avez fait en 2011 de Kevin Tierney? Oui, ça a été un flop sanglant, ça aussi. Mais est-ce que vous ne seriez pas un chat noir quand même? Mais ça, c'était une parodie du Canada, où les Canadiens anglais devaient apprendre le français. Mais en écoutant du Céline Dion seulement en français. Et c'était complètement fou, complètement absurde. Et on était venu ici avec Kevin Tierney, je crois qu'il était venu ici. Oui, j'ai des souvenirs de lui dans le temps de Sandrine Bonner et tout ça, là. Il y a longtemps de ça. C'était le deuxième festival. La deuxième année du festival. Ouais. Et donc, un film qui a fait rire les Ontariens, mais qui a vexé les Québécois parce qu'ils se moquent de nous, etc. Tu sais. Mais bon. Alors, autre film présenté au festival, Un bonheur n'arrive jamais seul, de James Hutt, avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. Et là-dedans, le rôle, le nom du rôle me fait rire, Jean-Seb Bigstone. Oui, puis on m'appelait Poche en feu. La poche au Québec, c'est le petit parti du corps qui a une couture en dessous, là, tu sais. Alors, c'était un personnage, producteur qui sauvait la vie de Gad Elmaleh. Et je sais que Gad et Sophie Marceau sont très populaires, mais les gens, j'avais 2 minutes, les gens venaient pour moi avant tout. Bien sûr, on l'a vu d'ailleurs lors de la présentation en ouverture du film ici, c'était flagrant, flagrant. Ça aussi, j'ai eu un plaisir fou de travailler avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau, qui est vraiment un personnage, plus qu'un personnage, une femme exceptionnelle. Alors, parlons d'un film exceptionnel, dans lequel vous jouez le meilleur de vos rôles, puisque vous jouez vous-même. Ça, c'est dur. C'est Gabriel, de Louise Archambault. Sublime film.
dans lequel une chorale d'enfants qui ont un retard Oui. mental apprennent à chanter Ordinaire pour un spectacle. Et Enfin, à faire les chœurs. Lindbergh et beaucoup d'autres Et, chansons. et voilà, et d'autres chansons. Et dans leur chorale. Et puis, oui, le sujet, c'est l'amour chez les déficients mentaux, les gens qui ont le syndrome de Williams ou des trisomiques ou des Asperger, enfin, Ouais. des problèmes mentaux. Et là, je jouais moi-même. Parce que là, elle m'a dit, Louise a dit, ces gens-là, tu n'auras pas deux chances de faire une première impression. C'est la première et c'est la seule. Je vais te suivre avec une caméra, il y aura le caméraman, tout. Et puis, il ne faut pas que tu oublies ces 3 ou 4 répliques. Et c'est Giraudeau qui m'avait appris qu'il ne faut jamais trop apprendre quelque chose par cœur, à moins que ce soit du Molière ou du Racine. Mais sinon, dans le cinéma moderne, tu concentres sur l'intention puis tu gardes la clé du message pour chaque phrase. Après, les que, les je, tout ça, bon, c'est pas important. Et donc, j'étais vraiment là. Peut-être de tous les rôles que j'ai joués, c'est le plus difficile de jouer moi-même. Parce qu'il m'attendait depuis 2-3 semaines. Il répétait mes chansons et tout. Et c'est... Mais c'est un film magnifique. oui, j'en suis encore bouleversé. Ouais, c'est un film magnifique qui a été primé ici et qui. Je recevais des lettres de Chine. D'habitude, les gens m'écrivent même pas d'Angoulême. Ça, on va y remédier. Hein. On va changer ça tout de suite. Laissez-nous votre adresse. Moi, je connais j'ai un stock de Ben cartes ouais. postales. C'est promis, je vous écrirai. Hein. Et alors maintenant, il y a l'envie de refaire un film, de refaire une musique. Ça vous intéresse toujours, la musique à l'image? Oui, mais pour bien le faire, le mot micro-sillon n'existe plus, les albums, ça n'existe plus, mais c'est au moins autant de travail que faire un album. Et il y a un côté fastidieux, il ne suffit pas de trouver le temps, mais ensuite, c'est beaucoup de cuisine. Bon, il ouvre la porte de l'armoire, ça te prend 8 secondes et demie, mais c'est 8 secondes et demie, tu sais. Puis... Donc, ça peut être passionnant, mais oui, il faudrait voir quel film aussi. Oui, je suis ouvert à tout, moi. Même comme acteur, si quelqu'un 2 minutes, 3 minutes, au-delà de 5 minutes, ça m'énerve. Mais si vous avez des rôles de 5 minutes à me proposer, j'arrive. Merci beaucoup Robert, c'était super de parler avec vous de cinéma. On va vous retrouver donc au festival dans ce documentaire sur Lost It Show. Oui. Lost It quoi? Lost It Lost Show, It c'est le Show. titre du documentaire. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et puis voilà, à bientôt au cinéma et sur scène. Et merci d'avoir accès à mon sens de l'humour. C'est pas tout le monde.